Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, double ration, direction le SmackDown du 17 mai 2024 et le Monday Night Raw du 20 mai 2024. C'était le lundi de la Pentecôte et pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi Letty. Salut Letty, comment ça va? Salut Yerem, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Quand on parle de catch, ça va toujours très bien. Et toi? Bah écoute, ça va aussi très bien. On va parler de catch et on va surtout parler du King and Queen of the Ring, Letty, puisqu'il y a eu d'autres matchs de qualification. On arrive là sur la fin du tableau, du côté de SmackDown, mais aussi du côté du show rouge. Si tu veux bien, on va aller direction Jacksonville, en Floride, voilà, terre de catch d'une autre fédération. Et si tu veux, on va tout simplement parler en premier de la petite signature de contrat. Mhm. Non, attends, qu'est-ce que je raconte moi? Je m'embrouille un petit peu les pinceaux, quoi. Attends. Je perds le fil de alors, à peine lancé, je perds le fil de mon. Ah bah si, c'est bien ça, la signature de contrat. Mais oui. J'étais en train de me dire, attends, il n'y a pas de signature de contrat. Mais si, il y a eu une Si, si. signature de contrat entre Logan Paul et Cody Rhodes. Écoute, je suis autant embrouillé que les bookers de ce match, Letty, puisque C'est sûr. tout le monde s'est gratté un peu la tête la semaine dernière quand Cody et Logan se sont chauffés un petit peu. On se demandait tous, Letty, mais est-ce que les ceintures, les championnats allaient être mis en jeu? Je vous rappelle, Logan Paul, champion US d'un côté, Cody Rhodes, notre champion undisputed WWE universel de l'autre. Et ben Letty, on a eu une réponse. On a eu une réponse, mais c'était limite. C'était limite. Nick Aldis était là pour la signature de contrat. Logan Paul arrive avec tout son crew, son équipe de bras cassés, plus un avocat, un homme, voilà, un homme de la justice, un homme qui paraphrase, un homme qui peut signer, qui est là pour conseiller Logan Paul. Et puis Cody Rhodes arrive, tout simplement. Voilà, il explique qu'il y a 32 ans, ici à Jacksonville, son père, Dusty, participait aux War Games, le meilleur War Games de l'histoire. Voilà, il y a des fans ici, des fans de catch, des vrais. Mais toi, Logan Paul, voilà, t'es pas un vrai fan, t'es pas un vrai catcheur. Il faut que tu redescendes et que tu viennes un petit peu lâcher ton titre US. Parce que si Logan Paul lâche son titre US, si Cody Rhodes remporte le titre US, Letty, incroyable, Cody devient champion Grand Slam, c'est-à-dire qu'il aura eu tous les titres à la WWE. Donc là, on se dit, wow, ok. Là, on se dit, bah alors, c'est-à-dire que le titre US, il va être en jeu. C'est ce que on se dit ça alors. Et bah Logiquement. non. Oui, et bah ça va pas être si simple que ça, Letty, puisque le gars là, il répond, il dit écoute, moi je suis pas venu pour signer le contrat, enfin je suis venu pour signer le contrat, mais pas n'importe lequel, je suis venu accompagné de professionnels, je suis venu accompagné de mon avocat, il remercie Nick Aldis d'avoir géré tout ça, mais c'était pas très pro ce qu'il a fait, il a mal géré son business. Ça commence à partir en vrille, et là Cody prend l'initiative, il dit à Nick, c'est bon, merci pour tout ce que t'as fait, mais je vais gérer le Logan Paul. Puis Nick Aldis il repart. Je dis, bon, pourtant c'est le chef, c'est le patron. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre la façon dont le babyface renvoie le pauvre manager dans les Mhm. vestiaires. Et puis derrière, Cody Rhodes explique que effectivement, Logan Paul tout simplement dit qu'il mérite tous les titres et qu'il l'invite donc à signer un contrat dans lequel seul le titre de Cody sera mis en jeu. Cody nous parle de Mike Tyson qui va affronter le frère de Logan Paul. Et il finit par signer le contrat tout simplement parce qu'il veut donner une bonne leçon à Logan Paul qui tente ensuite de l'attaquer, mais Cody Rhodes parvient à l'éviter et le renvoie donc à l'extérieur. Bref, tout ça était bien embrouillé. Je sais pas ce qui s'est passé dans les backstage chez les bookers, mais au final, on va avoir un match, Letty, où seul le titre de Cody va être mis en jeu et pas le titre de Logan Paul. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que toi, ça te fait gratter la tête ou t'acceptes tout simplement le match tel qu'il est là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, écoute, j'ai trouvé ça assez bizarre en fait, la façon dont ça a été fait, puisque bon, après c'est vrai que la première fois, il nous l'a présenté comme le nouveau challenger. C'est vrai que pour le coup, on avait bien compris que la ceinture était en jeu. Ensuite, Cody nous a parlé de All the Gold, donc on pensait que Mhm. c'était toutes les ceintures. La WWE nous dit un champion versus champion, donc peut-être pas de ceinture.
Ouais. Et là, voilà, la façon dont ça a été fait, j'ai trouvé ça effectivement très, très bizarre de renvoyer Nick Aldis comme ça, enfin de signer du coup pour une seule ceinture en jeu. Je sais pas. Bon, après, le match sera, je pense, plutôt pas mal entre les deux, mais je suis assez perplexe en fait par tout ça, puis de me dire, voilà, là, est-ce que le but c'est vraiment que d'avoir un Logan Paul avec 2 ceintures, mais ce serait quand même extrêmement bizarre. Et voilà, sinon, comment lui faire perdre son match sans qu'il perde la crédibilité du champion, puisqu'il restera quand Mm. même champion. Je sais pas, je suis mitigée là, quand même, un Ouais. petit peu. Ouais, moi aussi, je suis un peu embêté par cette stipu. J'aurais préféré qu'on reste à un champion contre champion sans aucun titre mis en jeu, ou alors les deux en jeu. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, hein. Pour plusieurs raisons. C'est que bah, du coup, c'est presque trop évident. Le résultat du match paraît encore plus évident. Enfin, on imagine mal Cody lâcher le titre, alors que l'inverse aurait pu être. Voilà, on aurait pu imaginer que Cody allait chercher le titre de Logan Paul. Même si ça aurait pas forcément été ce que j'aurais préféré, mais ça aurait été rajouter un petit peu de suspense. Ou alors, voilà, aucun titre en jeu, ça aussi, ça aurait permis du suspense, justement, d'avoir aucun titre en jeu. On aurait pu imaginer Logan Paul remporter le titre pour après, justement, derrière, continuer peut-être une rivalité plus forte, ou justement, ou juste Logan Paul pouvoir, comme ça, se la péter et d'avoir battu Cody Rhodes, on ne sait jamais, hein, évidemment. Si, oui. Mais là, on a le cul entre deux chaises et on se retrouve avec une drôle de stipu. Alors, du coup, voilà. Moi, je me regardais le match sans vraiment penser à cette histoire de championnat, je pense, et puis juste profiter de cette affiche, voilà, de gala, hein, pour l'Arabie Oui. Saoudite. Mais effectivement, je trouvais ça un petit peu laborieux et je trouvais que Cody Rhodes n'avait pas forcément réussi à tirer son épingle du jeu. Voilà, en prenant cette initiative là de virer Nick Aldis, c'était un move un peu de heel presque, toi, de dire non mais c'est bon, je vais gérer. C'est un peu étrange, j'ai trouvé. C'était Euh, très bizarre, ouais. ouais. À la limite même, il aurait pu laisser, enfin que Nick Aldis soit justement impliqué, que limite il se fasse un petit peu chauffer par Logan Paul et que Cody Rhodes dit non c'est bon, je t'inquiète, je gère et qu'il accepte la contrainte de Logan Paul. Peut-être parce que Nick Aldis était, je sais pas moi, pas en danger, mais toi qui avais des histoires Ouais. Mm. avec l'avocat et tout, je sais pas, qu'il y ait une raison en fait, toi, une vraie raison pour laquelle Cody accepte cette stipulation. Là, à part dire que voilà, c'est un futur Hall of Fame, à part faire le lien avec Mike Tyson, le Hall of Famer qui va battre son frère versus lui, Cody Rhodes, futur Hall of Famer qui va battre Logan Paul. Tout ça était un petit Ouais. peu tiré par les cheveux. Mm. On va se concentrer sur le King et le Queen of the Ring puisqu'on a eu 4 matchs. On a eu 4 matchs ce soir, dont l'opener qui est pour moi une vraie pépite. J'ai kiffé ce match, voilà, je spoil. Bianca Belair versus Tiffany Stratton. Un match qui a duré, je crois, presque 20 minutes entre les deux catcheuses. Un match très 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 serré, avec une grosse hype entre la EST et la nouvelle chouchoute du public, hein, Tiffany Stratton, Tiffy Time. On a eu plein de contres, on a eu un gros travail, hein, sur la jambe, le genou là de Bianca Belair qui est blessée, donc qui a vendu cette blessure jusqu'à la fin, ce qui n'a pas empêché de pouvoir placer son KOD, mais c'était très 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 difficile pour Bianca Belair, hein, qui est championne tag team, et Tiffany Stratton, ah ben, elle a failli y aller, quoi. Elle a eu des gros bumps pour vendre notamment Bianca Belair, mais elle n'a pas été en reste. Elle a aussi pas mal placé de bonnes prises, hein. C'était vraiment un match très 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 serré. Et donc le KOD qui est placé et le moonsault de Tiffany Stratton qui est protégé puisqu'il n'aura jamais été cherché. Donc bah écoute, voilà, Bianca Belair qui passe, voilà, qui se qualifie pour la demi-finale, donc la finale côté SmackDown, mais la demi-finale au championnat, et Tiffany Stratton qui perd, mais qui a la défaite était belle. Oui, 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 effectivement. C'était vraiment un très très bon match. Et voilà, Tiffany qui reste effectivement qui perd, mais tout en gardant l'envie en fait d'en voir plus. C'est pas une défaite voilà qui va la plomber longtemps, au contraire. Et
La finale, voilà, sera d'autant mieux avec Bianca qui, je le cache pas, depuis ces derniers temps, j'avais beaucoup de mal avec elle. Autant dans son attitude que, enfin, il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient. Mhm. Et là, ça fait depuis WrestleMania à peu près voilà, que là, c'est de nouveau la Bianca que j'aime bien, qui est explosive Ouais. sur le ring et qui ne m'énerve plus dès qu'elle parle. Donc, Euh, donc c'est pas mal. Non, c'était un gros match pour commencer, pour nous mettre ouais. un peu dans l'ambiance de la soirée. Et t'as raison, c'est la remarque que je me suis faite pendant le match. Vraiment, enfin, elle a fini le match, elle était en transpiration, tu vois. Et c'est là où voilà, c'est quand elle est athlétique, quand on la pousse un petit peu au bout, quoi, qu'on lui donne vraiment de l'adversité. Ce qu'elle a eu ce soir avec ce match face à Tiffany, où vraiment on retrouve la Bianca Belair, super athlète, et derrière laquelle tu veux bien te ranger, quoi. Je suis prêt à aller dire, C'est ouais, ça. vas-y, Mm. Bianca, plutôt que quand elle fait des promos, effectivement. Voilà, quand elle prend le micro pour raconter les mêmes banalités, sortir les mêmes catchphrases. Voilà, là, moi, ce que je veux voir, c'est ça, des matchs voilà, très costauds comme celui-ci. Et donc, eh bien, ça fait plaisir, cet opener. Du côté des filles, on a eu également un autre match. C'est Nia Jax versus Jade Cargill. Et là par contre, Mm. là c'est patatras. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais voilà, il a fait jaser ce match. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, souvenez-vous, avec Giscal, on était chaud. Giscal était chaud sur la division féminine et ça, c'était incroyable. Ben, je ne sais pas si ça l'a refroidi ou pas là ce match, mais on n'a pas vraiment eu le vrai match entre Nia Jax et Jade Cargill, puisque même pas 5 minutes c'était plié. Nia Jax a taunté et provoqué la fille de Jade Cargill qui était là ce soir, puisque bah, beaucoup de catcheurs habitent en Floride, en particulier à Jacksonville, puisque voilà, Jade a longtemps travaillé à Jacksonville, quand elle était la AEW. Donc il y a beaucoup de catcheurs aussi à NXT donc qui habitent en Floride. Donc voilà, on va souvent voir les enfants des catcheurs et des catcheuses quand ils sont de passage dans cette région des États-Unis. Toujours est-il que ça s'est retrouvé ensuite à l'extérieur avec une Nia Jax qui allait chercher une chaise, qui s'apprêtait à frapper Jade, qui a retenu la chaise et qui n'a pas pu s'empêcher de frapper Nia Jax avec la chaise, ce qui a provoqué la disqualification et donc la première défaite de Jade Cargill et Nia Jax qui elle donc file en finale. Euh... Dur. Alors, c'était compliqué. C'était compliqué. Et surtout, c'était frustrant. Parce que moi, j'aurais aimé, je vais te dire, moi, ce que j'étais pas contre. Je trouve que c'est bien que Nia Jax passe en finale. Euh, Ça me dérange pas que Jade Cargill perde par disqualification. Mais j'aurais aimé, voilà, peut-être 5 minutes de plus, quoi, pour vraiment faire monter la sauce, monter Nia Jax qui soit vraiment détestable. On aurait même pu utiliser un peu plus le fait que la fille de Jade soit Mm. là. Peut-être que Mm. c'est ça qui aurait pu faire perdre les pédales, finalement, à Jade Cargill et provoquer cette disqualification. Et en plus, ça aurait permis à Jade Cargill de rajouter une petite couche de personnalité sur son personnage. On se dit ah ouais c'est une maman qui se laisse pas faire, qui est là voilà pour protéger sa fille. Et ben je trouve que là avec seulement ces 5 minutes on n'a pas eu ça quoi. On a vraiment eu pas grand chose à se mettre sous la dent. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la victoire de Naya enfin, semblait quand même logique, on va dire, pour essayer de garder un petit peu pour plus tard le Bianca contre Jade dans Hmm. quelques mois, slash peut-être une année, ou enfin au moment où elles se sépareront. Je pense que ça se finira comme ça, mais je l'ai trouvé que c'était pas mal de garder ce match-là pour vraiment plus tard, quand il y aura rivalité. Par contre, effectivement, c'était beaucoup trop rapide, quoi. Elle, voilà, à peine une petite provocation, hop, le coup de chaise, et puis c'est fini. Il fallait laisser effectivement monter un petit peu la sauce, essayer de voir un petit peu plus loin, parce que c'est, ouais, un petit peu déçu quand même de la rapidité. J'ai trouvé que c'était logique, encore une fois, Hmm. mais ouais, assez frustrant quand même sur le côté rapide du truc. Ouais, c'était assez frustrant, effectivement. Mais résultat logique, et voilà. Je pense qu'on a une petite occasion manquée, je trouve, effectivement, sur le personnage de Jade Cargill. Ils avaient quelque chose à faire, là, d'intéressant.
Peut-être qu'ils vont quand même l'utiliser, hein, probablement d'ailleurs. Hein. Cette disqualification va forcément jouer un petit peu sur le personnage. Donc on va voir ce qu'ils vont en faire. Avant de passer du côté des mecs, rapidement, pour pas l'oublier, les DIY ont affronté Angel et Berto de la Legado del Fantasma. Et les DIY ont battu Angel et Berto dans un match, ma foi, assez sympathique. Hein, ça va dans tous les sens. Hein, DIY, Angel et Berto, voilà, c'est des high flyers, c'est des techniciens. Ça va dans tous les sens. Santos Escobar et Elektra Lopez étaient en train de tricher, donc ils sont fait éjecter par le corps arbitral. Et puis, donc les DIY en ont profité pour remporter le match. Il y avait Austin Theory et Grayson Waller aux commentaires. C'est intéressant puisqu'effectivement, est-ce qu'ils ont, il y a pas de, non, il y a pas, c'était pas pour avoir un match pour un title shot encore, ça. Non, pas pas encore. Il n'y a pas de first contender officiel pour Je ce crois titre. pas. Ouais. Bon, bah écoute, ils y vont les DIY. Petite chose amusante, on a mentionné la faction, l'ancienne faction de Theory et Gargano, The Way, qui était à NXT, donc c'était plutôt sympa d'avoir. Voilà, aux commentaires, il y avait des choses sympas qui étaient faites. Bon, voilà, il est temps effectivement, il faut envoyer des contenders dans les pattes de Grayson Waller et d'Austin Theory dès que possible, je pense, hein, parce que c'est une équipe sympa, ce serait dommage de pas leur donner de programme. Oui, et puis c'est vrai que le fait d'avoir séparé les ceintures, ça nous donne aussi cette possibilité-là d'avoir un peu plus de matchs en tag team, et donc oui, il faut qu'ils en profitent, et puis je pense que ça pourrait... DIY serait quand même des bons contenders, je pense. Ouais, carrément, la foule accroche plutôt bien à cette équipe. Il y a en plus un petit peu de background, là, voilà, un petit peu d'historique entre certains membres des deux côtés du terrain. Donc, comme ça a été mentionné, généralement, quand on mentionne ce genre de choses, c'est pas pour rien. Donc, ça peut être intéressant. Donc, une affaire à suivre. C'était plutôt voilà, une dizaine de minutes qui n'étaient pas trop mal utilisées. Mais on revient du coup à ce qui nous intéresse, hein, le tournoi, puisque c'est LA Knight qui va affronter Tama Tonga, le Gremlins, hein, comme le dit Ringside sur le Discord. Effectivement, on a entendu pour la première fois le Tongien. Alors j'allais non pas parler, mais baragouiner des trucs. Écoute, c'est assez intéressant. Hein. Ça a l'air d'être un petit monstre, une petite créature, voilà, un petit gremlin. Il faisait des bruits un petit peu bizarres là backstage. On a eu pas mal de petites promos avant ces deux derniers matchs autour du tournoi. On a eu donc Tama Tonga qui baragouine, voilà, qui fait des bruits. Paul Heyman qui demandait à Solo s'il lui a parlé, il lui dit, en parlant de Roman Reigns, hein, il me dit bah ouais, qu'il lui parle tout le temps. Ensuite, on a eu aussi LA Knight qui sortait du bureau de Nick Aldis qui est tombé sur Logan Paul. Donc ça, c'était plutôt sympa, hein, avec une grosse pop entre les deux. Donc peut-être un petit programme là qui va s'annoncer pour LA Knight, puisqu'on va voir que forcément la soirée va pas forcément bien se passer pour lui. Derrière, en plus, LA Knight, voilà, qui fait une petite promo en disant que la Bloodline 2.0, bah, c'est pas pareil. Et il se fait un petit peu ambiancer derrière par Carmelo Hayes, qui lui aura un match face à Randy Orton. Les deux hommes d'ailleurs vont se mettre un petit peu quasiment sur la tronche, hein, et heureusement les arbitres sont là pour les séparer, mais tout ça c'est après le match de LA Knight qui va perdre tout simplement, hein. Premier match de Tama Tonga en solo qui va remporter, hein. Le Tongien va remporter le match face à LA Knight dans un match assez classique avec la Bloodline qui entoure le ring, et puis derrière le flatliner là, voilà, cette espèce de jeter au sol là, de Tama Tonga à toute allure sur le pauvre LA Knight, qui avait peut-être pas une grande chance de gagner ce soir. C'est quand même un coup dur, hein, pour LA Knight là, qui quitte le tournoi. Un peu dommage, ouais, peut-être pour LA Knight. On aurait bien aimé le voir, je pense, en Arabie Saoudite. Ça aurait soulevé les foules, là. Oui, je pense que ça aurait été pas mal. Après, voilà, il paye un petit peu, entre guillemets, Ouais. la montée, enfin l'arrivée de Tama Tonga, qui peut pas se permettre, je pense, de perdre dès son deuxième match. Et puis, oui, à part ça, voilà, c'était encore une fois, c'est toujours plus ou moins logique, c'est ce qu'on disait déjà depuis 2 semaines.
Mais malgré la logique, je trouve que les matchs sont quand même hyper intéressants parce que on pourrait s'attendre à des réponses, des choses logiques, donc des matchs un peu fades, mais en fait pas du tout. On a quand même toujours le doute de se dire ah peut-être que ma logique est pas la bonne. Et non, c'est vachement intéressant, je trouve, comme match. Derrière, on a eu quelques petites séquences backstage. AJ Styles déprime totalement. Il a le blues de la France, là. Écoute, voilà, ça ne va pas du tout. Donc, il va aller voir Nick Aldis. Voilà, ok. Très intéressant. Donc, affaire à suivre. Du côté des filles, on a Chelsea Green qui accuse Bayley voilà, d'avoir causé la défaite de Piper Niven la semaine dernière. Voilà, Bayley dit que voilà, on va se mettre sur la tronche la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Et on arrive au main event, Letty, avec grosse affiche, puisque Carmelo Hayes, fraîchement transféré de NXT, qui a déjà fait un main event, un match de main event face à Cody Rhodes, et bien ce soir, rebelote, il affronte Randy Orton pour le quart de finale. Un match bien ficelé entre Carmelo Hayes, qui est virevoltant, qui est rapide, mais qui a les yeux plus gros que le ventre face à Randy Orton, le vétéran, qui va finir par ralentir un petit peu la cadence et qui va choper Carmelo Hayes qui tente sa prise de la sauter depuis les cordes, qui se lance tel un jeune rookie, un jeune naïf, un peu naïvement, limite qui s'offre à Randy Orton. Alors, je sais pas, le mec a pas regardé les cassettes, qui le chope sur un RKO pour la victoire. Donc voilà, une grosse victoire là pour Randy Orton, une défaite pour Carmelo Hayes, mais voilà, pareil que pour Tiffany Stratton presque, pareil, voilà, il a fait ses preuves. C'est une belle défaite, on va dire, en main event. J'ai d'ailleurs trouvé ce match meilleur que celui face à Cody Rhodes, plus propre et avec une histoire vraiment plus sympa de ce Carmelo Hayes qui commence à se construire ce personnage là backstage. C'est ça qu'on veut voir aussi, toutes ces séquences backstage qui permettent, on verra que d'autres n'ont pas forcément autant de temps et que c'est un peu, ça peut leur porter préjudice. Mais c'était vraiment un match que j'ai trouvé très très sympa avec deux mecs, un gros vétéran, un super rookie. Et puis derrière, c'est pas fini Letty, puisque Randy Orton se fait chauffer par la Bloodline. Et ouais, il va affronter Tama Tonga en Arabie Saoudite, puisque le SmackDown sera directement à Jeddah. Donc petite innovation, eux aussi, Letty comme nous, ils ont droit à leur SmackDown pour se chauffer. Et Randy Orton, là, il nous pète une promo, il s'énerve tout seul, il lui dit, voilà, qu'est-ce que vous croyez à la Bloodline? Vous venez m'intimider, moi je suis Randy Orton, 14 fois, alors il s'embrouille un petit peu il dit qu'il a été 14 fois champion du monde, alors j'ai calculé, si tu fais 14 fois 4, ça fait 28 fois 2, on tient 4, ça fait 56 fois champion du monde en tout, donc je pense qu'il sait un petit peu, c'est plus qu'R-Truth, donc c'est pas possible. Et donc bientôt King of the Ring, et donc il va leur botter le cul et tout simplement, et puis le show se termine comme ça avec un Randy Orton chauffé à blanc là. Oui, du grand Orton. Un match comme tu l'as dit qui était très intéressant. Carmelo Hayes qui a pu vraiment faire ses preuves pour son entrée dans le main roster, et puis voilà, encore une fois la logique, mais voilà, du grand Orton, et puis sa promo après, vraiment donner hâte d'être la semaine prochaine, même si en même temps, voilà, je me dis Randy Orton contre Tama Tonga, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir? Au fond, oui. Niveau catch, oui. Après, voilà, je me dis Randy, faut pas trop pousser non plus. On sait qu'il a un peu des problèmes, donc voilà, qu'il fasse attention à lui, quand même. Prends soin de toi, Randy. Le pauvre. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une sacrée affiche. Qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux en fait. Tama Tonga et Randy Orton, ils ont tous les deux un peu des personnages de psychopathes. Il avait ce personnage-là, la New Japan, notre ami tongien, et Tama Tonga, il avait aussi le même finisher. C'était un cutter, il faisait un RKO pour comme finisher visiblement Tama Tonga au Japon. Donc ça a changé, évidemment. Tu peux pas avoir le RKO. Forcément. C'est réservé.
Donc, ouais, une affiche assez surprenante quand même, cette demi-finale, d'avoir fichu Tama Tonga. On se retrouve un petit peu, pas bloqué, mais intéressant de voir le résultat de ces deux matchs. Randy Orton a l'air d'être un candidat idéal hein, pour aller en finale, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais bon, il y a la Bloodline, c'est le bordel, donc rendez-vous à Jeddah pour la suite. C'est l'heure du mot de la fin, Letty, si tu veux bien nous partager pour ce SmackDown à Jacksonville ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Eh ben, ce sera un top et un flop qui seront totalement féminins ce coup-ci. Alors Ah, le top, ce sera pour Bianca et Tiffany pour ouais. ce match qui était, enfin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le flop, eh ben malheureusement, ce sera pour l'autre match de championnat, surtout, enfin par rapport à la rapidité de la disqualification, qui m'a laissé un peu frustrée. Et la note, bah écoute, je vais mettre un 3,25. C'était un bon show, voilà, qui allait dans la continuité du tournoi et puis voilà toutes les petites histoires à côté qui continuent ou qui redémarrent un petit peu. Donc très sympa. Ouais, bah, t'as raison, j'ai beaucoup aimé moi toutes les séquences backstage. Euh, Elles étaient toutes liées, hein, comme on disait, LA Knight, Carmelo Hayes, Randy Orton, la Bloodline. C'est plutôt bien fichu. Voilà, on retrouvait les uns et les autres tout au long du show et c'était lié à la fois au tournoi, mais en même temps on dessinait comme ça un peu en arrière-plan des futures rivalités, hein, notamment ce LA Knight versus Logan Paul. Logan Paul, à qui je vais donner un flop partagé avec Cody Rhodes. À vrai dire, mon flop va plutôt à Cody. Pour être tout à fait honnête, sur cette séquence promo, rien ne va de toute façon avec cette stipulation. Le match est fou, mais comme je disais sur le Discord, entre ça et le match de Jet Cargill, à qui t'as donné ton flop, c'était un peu les deux trucs super chauds de la semaine dernière qui m'avaient bien plu. Là, cette semaine, bah, je suis un petit peu déçu de la suite. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, le match sera sûrement très très divertissant, mais j'ai trouvé voilà, cette séquence de signature de contrat très alambiquée et franchement on sentait que qu'il s'était un petit peu planté et je suis pas sûr qu'ils aient trouvé la meilleure solution pour démêler le nœud qu'ils avaient eux-mêmes créé. Et pour mon top, je te rejoins totalement. L'opener était complètement ouf. Et pour ma note, eh ben écoute, je vais donner un 3,5. Bah, c'est comme la semaine dernière, hein. Franchement, le SmackDown, c'est du solide là sur cette route pour Jeddah. Franchement, ça fait plaisir. On le sent pas passer. On va voir du côté du show rouge, Letty, si tu veux bien, si on l'a senti passer. C'est toujours plus compliqué, hein, le show rouge. Il y a 3 heures, c'est plus long, ça part dans tous les sens. Et l'avion, cette fois-ci, atterrit en Caroline du Nord, à Greenboro avec un Sami Zayn qui ouvre le show, c'est la folie. Il vient adresser un petit peu son match, hein, il va nous parler de son match, une triple frite pour le titre intercontinental face à Bronson Reed et Chad Gable. Il fait l'inventaire de ce qui motive ses deux adversaires. Hein. Chad Gable, évidemment, qui l'a trahi. On ne fait pas une German souplesse à un homme qui est en train de faire un câlin à sa femme. C'est pas possible, dit-il. Ça ne se fait pas, il y a des choses à ne pas faire dans sa ville en plus. Alors une grosse raclée hein, qui attend Chad Gable. Quant à Bronson Reed, bah, lui c'est un petit peu moins personnel, c'est juste un monstre et qui s'intéresse juste à son titre. Donc il va pas falloir non plus baisser la garde puisqu'une triple frite, eh ben tu peux perdre sans prendre le tombé, hein, comme on nous le rappelle très 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 souvent. La musique de Chad Gable et de la Alpha Academy qui débarque. Chad Gable qui dit mais écoute tu viens de dire que tu m'as manipulé, non mais t'es ouf ou quoi? Je t'ai manipulé, quoi, je t'ai encouragé pour ton match à Gunther, face à Gunther. C'est grâce à moi si t'as gagné finalement. Je suis un bon coach, moi. J'ai peut-être été trop gentil avec toi et puis avec aussi les autres clowns qui m'accompagnent. Et puis c'est parti hein, pour le bizutage, le fameux coach toxique dont on parle, hein, tout en costard là, ce Chad Gable devenu détestable. Alors la pauvre Maxine Dupree qui est même pas en finale, là, elle s'en prend une. Akira Tozawa, 0 dommage face à Bronson Reed, ça j'ai adoré. Il t'a fait 0% de dommage face à Bronson Reed, je le vois bien en train de calculer, tu sais, ah bah tu fait 0%. Et puis Otis, ah la grosse déception, la plus grosse déception de la planète. Donc le public évidemment qui est pas content. Et Sami Zayn qui dit bah t'as qu'à venir pour se battre dès maintenant. Et pourquoi pas
allez, c'est parti, puisque Chad Gable et Sami Zayn, les T, ont un match pour lequel le titre n'est pas en jeu. Chad Gable affronte donc Sami Zayn en opener dans la foulée avec l'Alpha Academy. Letty, l'Alpha Academy qui a 3 occasions à l'opportunité, tour à tour, Maxine, puis Tozawa, puis Otis, d'intervenir dans le dos de l'arbitre. Mais Maxine et Tozawa ne le font pas, ils sont pris dans la tourmente, ils n'osent pas écouter, suivre les brimades et les indications de leur chef. Ils sentent que ce n'est pas la chose juste à faire et du coup, il finit même par se faire virer par Chad Gable qui les renvoie dans le vestiaire et il est en colère. Sami Zayn, du coup, il profite un petit peu de tout ça. Il balance des Blue Thunder bombes dans tous les sens. Et pareil pour Otis qui, au moment se retrouve à l'extérieur, qui n'ose pas attaquer Sami Zayn. Mais voilà, à la fin du match, le Hell of a Kick et Gable qui le pousse, le ankle lock, la distraction de l'arbitre et Otis qui va finir par frapper Sami Zayn après le Exploder et Sami Zayn qui préparait à ce moment-là le Hell of a Kick et Otis qui est revenu, il est remonté cette fois-ci, c'était à l'extérieur, mais là cette fois-ci il est remonté près du turnbuckle et il attaque Sami Zayn. Gable en profite, la German Suplex pontée sur Sami Zayn pour le compte de 3 et donc grosse victoire là de Chad Gable avec des chants You Suck qui retentissent en rythme et là on voyait dans les yeux de Chad Gable, il était content. Ça brillait parce qu'il dit j'ai réussi mon coup de me faire détester les chants You Suck. Voilà, évidemment, un gros clin d'œil à Kurt Angle. Pour terminer tout ça, parce que c'est un gros package, on a une petite séquence de Sami Zayn derrière qui a retrouvé Otis, qui dit Otis, tu m'as déçu, je pensais pas ça de toi. Et Otis lui dit je suis désolé. Et il dit ouais, je comprends en fait pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Moi aussi j'étais là. Il faut que tu sortes de cette relation toxique dès maintenant. Sinon ça va te perdre tout ça. Et donc ça va pas être bon pour toi. Donc Sami a perdu. Derrière, il y a Bronson Reed aussi qui vient le chauffer un petit peu. Juste derrière, c'était dans la même séquence. Bon, ce Chad Gable, il est toujours aussi détestable, mais là, je crois qu'il a réussi son coup avec ses chants You Suck. Ah oui, clairement, il a plus que réussi, je pense. C'était vraiment un gros opener entre les promos, le match et tous les petits, tous les petits dilemmes individuels de chaque membre de l'Alpha Academy. C'était super intéressant. Sami Zayn qui est en feu là pour son match de ce week-end. Gable, comme tu l'as dit, qui se rend de plus en plus détestable chaque semaine. Et voilà, les deux autres, donc Akira et puis Maxine, qui eux semblent déjà plus ou moins avoir fait leur choix. Otis qui est toujours un petit peu entre deux, qui intervient mais qui est désolé, voilà, on sent bien que ça va finir par craquer. On ne sait pas quand, mais ça va finir par craquer. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Bronson Reed qui vient, qui en remet une petite couche à la fin. C'est vraiment, je pense, un des matchs que j'attends le plus de ce week-end. Ouais, un show stealer, comme on dit, voilà, c'est show stealer potentiel. Écoute, moi j'adore cette storyline là de Lockhart qui prend son temps, c'est la marque de fabrique un petit peu des grosses storylines, alors du Judgment Day, de la Bloodline évidemment, mais là on est dans de de la mid-card on va dire, on va être sympa quand même parce qu'on peut pas dire qu'à chaque fois tout n'est pas de la low-card, contrairement à ce que dit Papy. Il y a aussi de la mid-card qui existe. Et franchement, c'est super bien joué. On prend son temps. Voilà, Otis qui se rebelle pas tout de suite, comme tu l'as dit, ça c'est cool. Les deux autres, voilà, un peu plus en retrait, qui osent moins et qui, ouais, comme tu dis, ont presque déjà fait leur choix, mais qui restent quand même, sous la coupe de cette relation toxique qu'ils ont avec leur coach. Qui d'ailleurs avait une super promo d'intro quand il s'en prend à Sami Zayn là, qui lui dit je viens pas juste pour ton titre, je te prends aussi ton âme, qui lui dit. C'était super intense. Le mec est complètement déjanté sur une autre planète à Chad Gable. En plus à ce petit chant You Suck, mais moi j'ai trop kiffé aussi en fait parce que on adore Chad Gable, ce mec a du talent pur, c'est vraiment de l'or en barre ce gars. Et tu l'as dit, c'était un opener complètement
dingue, qui nous a bien mis en appétit. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière, on a eu, je crois, du Braun Breaker. Qui a démonté une recrue de NXT, voilà, Braun Breaker, qui nous fait un petit heel turn là, puisque il s'acharne sur sa victime avec des spears énormes, 1, 2, 3, 4, l'arbitre arrête le match, l'autre est complètement, voilà, il a les nerfs qui partent dans tous les sens. Braun Breaker derrière qui vient se faire arrêter par Adam Pearce, qui lui dit mais qu'est-ce que t'as foutu, alors que il y a l'ambulance qui vient chercher le pauvre jobber, et Breaker dit à Adam Pearce, c'est de ta faute, tu peux pas me contrôler, tu m'avais pas mis dans le King of the Ring, voilà pour toi, hop, c'est tout ça c'est de ta faute. Écoute, Braun Breaker là, alors, Braun Breaker, je dis qu'il fait un heel turn, mais il était quand même encouragé par la foule à placer des spears, à détruire le pauvre jobber. Donc, il va falloir être malin là sur la façon de gérer Braun Breaker. Oui, parce que c'est vrai que c'est effectivement, comme tu l'as dit, plutôt des mouvements de heel, mais oui, la foule était clairement avec lui, donc ils vont devoir trouver le bon truc pour soit le faire passer vraiment heel, soit de toute façon, vu comme il est intervenu, je vois pas comment il pourrait faire autrement de toute façon. Mais ouais, je pense que ça annonce de bons trucs pour les semaines qui viennent. Enfin, le vestiaire a intérêt, je pense, à faire attention. Ouais, carrément. Ouais, ça c'est plutôt sympa. Voilà, il faut faire ça, le détruire là, les spires et tout, ça marche plutôt bien. Allez, c'est parti, on continue, on revient un petit peu à nos affaires. Après cette grosse séquence de destruction de Braun Breaker, on a eu du Queen of the Ring, Letty, ouais, avec un Lyra Valkyria versus Io Sky, ancienne championne, avec une Becky Lynch qui vient encourager sa protégée, Lyra Valkyria. Pareil, un match technique entre deux techniciennes. C'est pas très original ce que je dis, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Un petit peu lent par moment, j'ai trouvé que voilà, le match était un petit peu lent. Lyra Valkyria est encore assez green sur le ring. Io Sky, moi j'adore évidemment, ça fonctionne plutôt bien, même si la foule était pas au taquet derrière. Je pense que là, voilà, petit défaut peut-être justement de build sur le personnage de Lyra Valkyria qu'on présente comme un peu la copine de Becky Lynch, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Pour autant, c'est pas ça qui va l'empêcher de remporter ce match, un peu à la surprise générale de beau côté, on va dire, puisque Lyra Valkyria donc va coucher Io Sky pour le compte de 3. Donc petite interview derrière de Jackie qui demande voilà alors comment ça va se passer là parce qu'elle va aller en finale du tournoi. C'est assez énorme. Et puis elle nous balance sa petite catchphrase. Lyra Valkyria. Bon, écoute, moi je suis surpris et je suis pas sûr que ça me plaise là cette qualif de Lyra Valkyria parce que c'est encore très brut pour l'Irlandaise. Oui, c'est encore un petit peu limite. Après, effectivement, depuis tout à l'heure, je parle de la logique du tournoi et tout ça. Là, effectivement, j'avoue que j'ai été très surprise aussi, parce que dans la logique, ça aurait dû effectivement être Io Sky. Après, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas lui laisser encore sa chance. Après, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il manque beaucoup au niveau du personnage. Après, moi, ne suivant pas NXT, voilà, je sais pas, je la découvre en fait, je sais pas du tout ce qu'elle a fait avant, enfin dans les grandes lignes quoi. J'ai vu quelques highlights, quelques trucs comme ça, mais sans plus. Je suis pas persuadée que de la présenter directement, effectivement comme la grande copine de Becky, ce soit forcément lui rendre un grand service. Après, voilà, on verra ce que ça donnera, mais voilà, je suis effectivement un peu surprise du résultat. Ouais. Écoute, on va pas se plaindre, il y a des surprises. On se plaît, Oui. Que le tournoi était assez calme et assez classique, sans grande surprise justement. Là, on en a eu une, donc effectivement, j'aurais bien aimé voir Io Sky
affronter, voilà, aller chercher du coup soit Nia Jax, soit Bianca Belair, parce que là c'est la demi-finale. Hein. Donc là on a déjà une première partie de la finale qui s'est dessinée. Hein. Lyra Valkyria est en finale. Hein. Lyra a Oui. déjà affronté soit Bianca Belair, soit Nia Jax. Ouais, effectivement, Lyra Valkyria, voilà, je pense qu'il y a encore un gros travail de personnage à faire, donc je suis, entre guillemets, je suis pas sûr que ce soit un gros cadeau qu'on lui donne, mais bon, ça permet de mettre une petite surprise, donc pourquoi pas. Être dans les pattes de Becky Lynch, ouais, tu grattes un petit peu la pop de Becky Lynch, mais en même temps, des fois, parfois, comme tu dis, d'arriver en tant que copine ou copain d'eux, souvent, du coup, bah, tu prends, enfin voilà, tu n'as que ce gimmick-là, quoi, et tu n'as pas ta propre personnalité qui est mise en avant. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, de ce choix-là. Mais écoute, en tout cas, voilà, une première surprise pour ce tournoi, et c'est chez les filles que ça s'est joué. En coulisses, R-Truth qui tape la discute avec Tyler Bate et Pete Dunne, et puis surtout derrière, il y a le Miz qui arrive. Ce soir, ils ont un match face au Judgment Day, et le R-Truth dit, t'inquiète pas, mon poteau André le Géant va venir nous aider. Ok, d'accord. Je vois que lui aussi a encore les vestiges de de son voyage en France la France qui hante les couloirs de Stamford là. Je lui dis mais attends il est mort, il dit t'inquiète pas, fais-moi confiance. On va retrouver justement ce petit moment de face au Judgment Day. Judgment Day qui a eu une petite séquence sympa encore en coulisses avec Carlito, puisque Carlito a visiblement attaqué Cruz del Toro hein, dans une séquence backstage avec la LWO qui était pas contente là, lors d'une interview qui a été interrompue. On a découvert que Cruz del Toro s'était fait attaquer, donc visiblement Carlito est aux manettes, est aux commandes. Carlito dit voilà, je voulais frapper en premier. Hein. Tu dis attention, ouais, tu vas nous amener des ennuis. Lui dit ouais, mais on n'est pas tes gardes du corps. Donc toujours un petit peu tendu, hein, entre Carlito et notre ami Damien Priest. Hein, voilà, on rentre plus dans le Judgment Day comme avant. Avant, on recrutait à tir larigot. Là, cette fois-ci, faut montrer patte blanche. Derrière, Domino qui essaie voilà, de calmer le jeu, hein, de présenter, hein, de dire Carlito t'inquiète, il nous a aidés, c'est cool. Damien Priest dit ok bah attention la semaine prochaine on verra. Finn Balor dit écoute nous ce soir on est concentré puisque Finn Balor et JD McDonagh donc affrontent Awesome Truth pour le titre tout simplement. Letty et ben là je me suis dit que les Irlandais avaient peut-être leur chance ce soir mais ça va être le gros bordel puisque voilà les Irlandais donc affrontent Awesome Truth, le STF et le Attitude Adjustment, voilà tout l'arsenal de la star hein, de R-Truth, John Cena est placé. McDonagh qui brise les tentatives de soumission. On a donc un petit Sling Blade là qui est balancé, le tag qui est pris. Le double five knuckle shuffle porté par le champ avec le Miz et R-Truth de concert. Et c'est à ce moment-là que Carlito débarque pour foutre le bordel. Mais ça va ne pas suffire puisque McDonagh qui se prend la corde, qui met Carlito qui met le pied de McDonagh sur la corde pour arrêter le compte de 3. Domino qui monte sur le ring, il est là aussi. Carlito qui va encore intervenir, mais c'est Braun Strowman, alias André le Géant, qui débarque et qui fait fuir tout ce beau monde, qui balance Carlito contre la barricade. Et R-Truth en profite pour placer le Attitude Adjustment sur JD McDonagh pour remporter le match. On se souvient, la semaine dernière, JD était allé prévenir Strowman de s'occuper de ses affaires. Et ben, je crois que le petit JD, avec sa grosse tête, il aurait mieux fait de se taire, parce que Braun Strowman est venu lui botter l'arrière-train, tout simplement, ce soir. Oui, il aurait mieux fait de se taire, effectivement. Écoute, moi j'aime beaucoup tout ce qui se passe autour du Judgment Day, que ce soit le match ou toute la petite séquence d'avant avec Carlito, Damien Priest qui est forcément toujours un peu voilà, là on peut commencer à dire qu'effectivement il se pose un peu comme le chef en fait de ce groupe qui n'a pas de chef normalement. Et
je trouve que c'est pas mal le petit pic aussi de Finn Balor juste avant le match était, voilà, je me dis que ça plante encore un petit peu des petites graines pour la suite quand il lui a dit j'aurais quand même préféré y aller avec toi au match et voilà, oui, mais c'est vrai que t'es champion maintenant. Et il est parti comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a un peu de jalousie quand même envers le champion? Est-ce que c'est de ce côté-là que va arriver peut-être la trahison plutôt que de Dominique? Voilà, on sait pas trop, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Après le match en tant que tel, donc était aussi pas mal avec voilà, comme tu l'as dit, tous les gros mouvements de Awesome Truth, voilà, en imitation de leur idole de toujours. Et puis voilà, le petit bordel à la fin, Strowman qui rentre en plus dans l'histoire. Donc non, c'est super intéressant. Et puis voilà, Awesome Truth continue un petit peu leur règne. C'est intéressant aussi. Donc plutôt grosse séquence. J'ai bien aimé. Ouais, t'as raison, hein, tout s'imbrique. Une fois de plus, voilà, c'est sympa. Avec, on utilise la division tag team pour raconter des histoires. Et j'aime bien aussi la venue de Braun Strowman. T'as raison, hein, ça peut être cool. Hein. On peut imaginer Braun Strowman aller chercher, voilà, un petit peu. Pourquoi pas aller jusqu'à Damian Priest en passant par JD McDonough. Hein, et ça me ferait bien kiffer. Hein. Braun Strowman versus Damian Priest, c'est assez excitant. Hein, voilà, WrestleMania est passé, on a changé de champion et j'aime bien la façon dont ils font venir enfin, ils nous laissent imaginer des futurs contenders. Je trouve ça assez naturel. Quand c'est pas naturel, de toute façon, c'est patatras. On l'a vu avec Logan Paul. Ils ont essayé, ils ont pas compris ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'était plutôt cool. Et puis tu l'as dit, hein, toujours en fond là, ce Judgment Day qui, ah bah voilà, ça va pas. Voilà, c'est une famille avec qui se prend un petit peu la tête. Des fois ça va, des fois ça va pas. Il y a un petit peu de ouais, t'as raison, cette espèce de rivalité fraternelle entre Finn Balor. Ceci, et c'est très excitant. Hein. Moi, je serais très frustré qu'il n'y ait pas de match entre les deux. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, Hein. oui. Peu importe qu'elle soit animée par l'animosité ou un truc très fair play ou quelque chose un peu entre les deux. J'ai envie de voir ce Finn Balor versus Damian Priest. Dès que possible, quoi. Hein. Dès que le fer sera chaud, là, il faudra le tenter. Et derrière, voilà, on a une petite séquence d'ailleurs avec McDonough qui apprend qu'il va. Enfin, Damien Priest qui demande à McDonough. Il dit bah, la semaine prochaine, tu t'occuperas de Braun Strowman, tu vas aller demander ton match à Adam Pearce. Il a déjanté, il a même été énervé. Il n'était pas très rassuré. Et Finn Balor qui dit à Priest, enfin, il dit ouais, Damien a raison, il faut que les Gentlemen retrouvent le bon chemin, quoi, hein, le chemin de la victoire. Mais bon, ça fait 1 an que ça marche comme ça, donc je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Mais ça fonctionne plutôt bien. Un petit truc juste que j'avais oublié, c'était Chad Gable qui a discuté avec les Creed Brothers. On n'en avait pas parlé ça. Ah oui. Ça aussi c'est intéressant avec Otis qui est derrière, qui est venu s'excuser, Gable qui lui dit bien joué mon pote, voilà. Mais voilà, les Creed Brothers, Chad Gable, souvenez-vous, on en avait parlé. À Jeddah ou plus tard, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça serait pas mal pour les Creed Brothers. Peu importe que ça soit en rejoignant Chad Gable ou au contraire en se liguant face à Chad Gable, il y a quelque chose à faire. Direction la division féminine. Allez, moi j'y vais, c'est parti avec la division tag team féminine puisqu'on a eu un Fatal 4-Way tag team match pour déterminer les aspirants pour les titres féminins de championne par équipe. On a eu les Damage Control, Kairi Sane et Dakota Kai. On a eu Maxine Dupree et Ivy Neal justement, hein, qui étaient là également. Katana Chance et Kaden Carter, qui est une ancienne championne, et Zoe Stark et Shayna Baszler. Zoe Stark et Shayna Baszler qui vont remporter le match. Un match qui était plutôt bien ficelé, j'ai trouvé, assez classique, mais plutôt bien fichu, avec la victoire de Zoe Stark et Shayna Baszler, qui me fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup hein, Zoe Stark et Shayna Baszler. Voilà, je trouve que c'est une équipe qui fonctionne bien, même si j'aimerais bien voir aussi les deux, en particulier Zoe Stark, tenter quelque chose de solo. Pas forcément de grosses surprises. Je sais que certains regrettent un petit peu l'absence des sorcières, comme on les appelle, les sorcières de la WWE, hein, parce que finalement on a aussi des tag teams sympas. Mais je sais pas si elles sont. Ouais, bah de toute façon on s'en fout que tu sois à Raw ou à SmackDown, ça n'a pas trop d'importance.
Voilà, on se réintéresse un petit peu à ce championnat là, féminin par équipe et on va envoyer des bagarreuses hein, dans les pattes de Bianca Belair et Jade Cargill. Qu'est-ce que tu penses de ce choix d'aspirante numéro 1? Bah écoute, c'est plutôt pas mal par rapport aux championnes actuelles. Je pense que c'est celle avec lesquelles on pourrait avoir un des matchs les mieux ficelés, Ouais. on va dire. Après le Fatal 4-Way était pas mal. En général, j'aime pas forcément les 4-Way par équipe, mais là, j'ai Ouais. trouvé que ça allait quand même. Il y a eu des petits moments un peu de gros bordel. Maxine qui a pris un petit peu, qui a eu son petit moment Ouais. aussi. Donc ça, j'aime bien. Voilà, c'est toujours pas mal. Et puis, non, je pense que le match de championnat devrait être pas mal puisqu'on a des filles bien musclées, on va dire, des deux côtés. Et je pense voilà, ça va taper fort. Hein. Ouais, effectivement. C'est plutôt pas mal fichu comme contender. C'est difficile en fait de trouver des contenders crédibles pour envoyer face à Jade et Bianca quand même. Bah oui, c'est ça. Donc il faut des profils un peu atypiques, on va dire. Et ça marche plutôt bien, là, des profils de bagarreuses. Une autre bagarreuse, c'est Becky Lynch qui vient sur le ring. Dans 5 jours, elle va défendre son titre face à Liv Morgan. Voilà, grosse historique pareil entre les deux. Hein. Ça fait 10 ans que Liv Morgan est là. Et elle l'a jamais battue. Mais Liv Morgan version 2.0 est là. Une Liv Morgan qui attaque dans le dos. Et voilà, c'est ça, la nouvelle Liv Morgan. Qui débarque, qui dit ouais, qui vient un petit peu chauffer Becky Lynch. En se moquant d'elle. Non, ouais, t'es toujours là en train de pleurer, toujours en train de chouiner, en train de gratter la pop là. Tu veux leur faire croire, voilà, elle dit qu'elle nous ment en fait, elle veut faire croire à l'univers de la WWE qu'elle est la gentille et qu'elle est la méchante, mais c'est Becky hein, qui l'a frappé. Attends, faut pas mettre les choses à l'envers. Elle est là pour terminer son Revenge Tour. L'hôtel Trash Talk, hein, Becky Lynch qui était pas mal inspiré ce soir. Hein. Je sais que je tapais suffisamment sur les promos de Becky Lynch ces dernières semaines, ces derniers temps, pour reconnaître que là, elle était un peu plus inspirée. Elle lui balance, ça t'a mis 10 ans à savoir ce que tu foutais ici. Donc ok. Maintenant, tu veux une place dans Main Event à WrestleMania, bah écoute, ça tombe bien, on va se mettre sur la tronche. Liv Morgan qui lâche pas l'affaire, hein, lui voilà honte de voir ce que Becky Lynch raconte. Elle dit voilà c'est qu'une grosse égoïste. L'autre lui dit bah t'as qu'à venir et puis finalement il dit non, on va attendre notre match ce week-end si tu veux bien. Donc écoute classique mais j'ai trouvé euh, de l'intensité. J'ai trouvé de l'intensité entre Liv Morgan et Becky Lynch. Ça sentait presque le shoot, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais Liv Morgan, quand elle avait le micro, je l'ai trouvé. Il y avait cette espèce de fébrilité qu'elle a toujours eue pendant des années, tu sais, quand elle prend le micro, voilà, elle est toujours l'émotion, tu sais, hein, cette Liv Morgan qu'on a pas mal moqué, que voilà, elle savait à l'avance qu'elle allait gagner, donc elle pleurait déjà 10 minutes avant de gagner son match. Elle était voilà très très fébrile. Hein. Là, j'ai trouvé qu'elle avait encore un peu cette fébrilité, mais qu'elle l'utilise pour, enfin, elle se démonte pas quoi. Elle rentrait dans l'art de Becky Lynch. Et j'ai trouvé cette passe d'armes plutôt pas mal. Voilà, réussir comme ça une promo, une battle de promo face à une vétéran qui a retrouvé un petit peu d'inspiration. Je trouvais l'exercice était pas trop mal réussi. Est-ce qu'elles ont réussi à te convaincre? Un petit peu plus que la semaine dernière quand même, Ah ouais. effectivement. Après, enfin, Liv Morgan, Peut-être que c'est moi qui m'emballe. Hein. Attention, peut-être que je m'emballe un peu trop. non, mais après, c'est vrai que Liv Morgan, j'ai toujours bien aimé. En fait, au micro, en général, il y a toujours quelque chose. Voilà. Après, Becky était, je te l'accorde quand même, un peu plus, oui, inspirée. Enfin, en tout cas, elle était mieux que la semaine dernière, ça c'est sûr. Euh, Après, bon, le match, bon, voilà, elles m'ont hypé, mais sans plus. Après, c'est peut-être juste moi qui ai du mal avec ça, puisque c'est vrai que j'ai parlé avec 2, 3 autres personnes de mon entourage qui ont l'air de se dire waouh, super, ça va être le match de l'année. Bon, bah écoute, je suis pas convaincue, Oui, mais je veux bien calmons-nous. voilà, je veux bien me Non, laisser non. convaincre en les voyant sur le ring, on verra.
Ah oui, mon tout premier. Non, mais effectivement, oui, voilà, allons-y doucement, hein, faut pas trop s'emballer. Mais bon, on va prendre les choses positives quand elles sont là. C'est Et puis, ça. comme j'ai dit que c'était Liv Morgan était la catcheuse que j'avais envie de suivre cette année avec Nia Jax de l'autre côté. Donc, il faut que j'assume, hein. Je peux pas la lâcher dès maintenant. Alors, je reprends un petit peu le fil de mon histoire, puisque on va avoir tout simplement le main event qui arrive en fait, qui arrive. D'abord une petite interview de Ludwig Kaiser qui, pareil, lui est chaud bouillant. Lui, il veut se faire démonter par Sheamus, hein, j'ai l'impression, Je pense, oui. puisqu'il dit le Celtic Warrior est devenu un keyboard warrior, donc le guerrier celtique est devenu un guerrier du clavier, hein, qui passe son temps sur Twitter, hein, à chauffer. Drew McIntyre qui débarque, il nous fait un petit coucou. Drew McIntyre, il a décidé d'avoir Drew McIntyre. Il va donner au public Drew McIntyre parce qu'Adam Pearce a décidé qu'il lui donnerait pas de programme. Drew McIntyre qui a ses yeux sur Damian Priest, hein, il le dit. Il devrait se concentrer sur lui plutôt que de se concentrer sur des histoires de Mexicains. Il va finir par le battre comme il a battu un vrai champion, cette Rollins, hein, puisque Damian Priest est un champion de papier, un champion de transition pour l'Écossais. Donc, Drew McIntyre, qui a pas un gros programme ce soir, mais qui trouve toujours une petite saucisse à balancer sur ses adversaires. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, on arrive au main event. Le Yeet Movement, évidemment, hein, maintenant, c'est au taquet. Hein, la France est toujours là, une fois de plus. La France a lancé le mouvement. Jey Uso qui fait sa grosse entrée. Et c'est l'énorme match face à Gunther. Un super match. Un des matchs préférés de Jey Uso, j'ai trouvé. Alors, derrière, évidemment, celui face à Damian Priest à Paris. Mais un gros match. Peut-être, justement, qu'il y a eu le déclic. Peut-être qu'il y a eu le déclic de Jey Uso là, qui nous propose, j'ai trouvé un super match face à un Gunther qui était hors norme ce soir. Jey Uso qui s'est fait claquer, hein. Il a fini avec le torse rouge. Je me suis même demandé s'il n'allait pas lui retirer ses tatouages, hein, à force de lui mettre des énormes baffes. Le super kick qui passe seulement pour le compte de deux. Ça enchaîne encore les super kicks. Jey qui tente de rouer de coups, hein, notre Autrichien préféré, qui balance les drop kicks, les power bombs pour le compte de deux, les armbars. Jey qui veut pas lâcher, le spear, le coup de pied derrière, le super kick, la German suplex qui est passé. On est ensuite dans le coin, le splash du Gunther, c'est toujours impressionnant. On a des splashs des deux côtés. Alors le splash de Gunther, c'est quand même quelque chose. L'énorme clothesline, mais Jey qui résiste, hein, qui veut pas lâcher. Jey qui est combatif ce soir, hein, le pur babyface en péril. Des énormes chops, 1, 2, 3, ça n'arrête pas. Le spear, mais le spear qui place sur l'arbitre. Et le splash, mais l'arbitre arrive trop tard pour faire le compte de 3. Et Jey Uso qui va se retrouver, qui va s'évanouir tout simplement dans un gros sleeper hold là, de Gunther. Et l'arbitre n'a pas d'autre choix que d'arrêter le match et de déclarer Gunther vainqueur. Et donc Gunther qui ira en finale du King of the Ring. Incroyable match, incroyable main event dans le dur, et Jey Uso, voilà, qui tombe lui aussi face à Gunther, qui semble promis à déposer la couronne sur sa tête là, ce soir. Oui, clairement. Il a faim. Il veut vraiment cette couronne. Et je pense qu'il est plutôt bien parti pour réussir. Le match était dingue. Il y avait des prises, mais sans arrêt, enfin, des atémies, on n'en parle pas. Enfin, c'était vraiment du grand Gunther. Jay qui a bien suivi le rythme aussi pendant tout le long. Et j'ai hâte de voir cette finale, puisque que ce soit contre Randy ou contre Tama Tonga, ça va donner vraiment du gros match. Ouais, effectivement, ça va être assez énorme. Jey Uso, voilà, hein, probablement un des babyface les plus over euh, du, euh, du, euh, du show rouge. Qui tombe hein, pour Jey Uso, mais il tombe pas face à n'importe qui, hein. Enfin, un Gunther énorme, une fois de plus ce soir. Gunther, c'est du solide. Et un match qui était, j'ai trouvé vraiment super bien raconté, avec voilà
cette épaule, hein, voilà, Jey Uso qui était un petit peu blessé avec cette charge-là dont j'ai parlé, et puis derrière Gunther qui s'est acharné sur le Samoan jusqu'à le faire évanouir. Donc voilà, un babyface qui perd parce qu'il n'a pas voulu abandonner, mais parce que la douleur l'a fait s'évanouir. Et ben ça, c'est la défaite de pure babyface. C'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Je ne parlerai pas de la petite séquence de Karrion Cross avec le New Day. Hein, voilà, Non, on c'est va pas mettre la un petit peine. bouchard dessus. Malheureusement, on aura le temps d'y revenir. C'est l'heure donc de partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, Letty, en espérant que je n'ai rien oublié. Raw, c'est du lourd. Il se passe Ouais. beaucoup de choses au show rouge. Oui, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, je suis pas sûre, mais il me semble qu'on n'avait pas parlé de Ricochet qui se fait Oui, fracasser par Braun Breaker, le pauvre. oui, Il a c'est rien bon. demandé. Ça, c'est Et bon, c'est énorme, c'est énorme. voilà. Donc, effectivement, ils doivent tous faire bien attention, Oui, je c'est l'heure pense. d'une interview avec, Il avec y a Dragunov. Ilya Dragunov. Tu as raison. Et le breaker qui était, ouais, bah, de raison de effectivement, Sapi Dragunov qui n'a pas été touché, mais qui a l'air d'avoir envie d'en découdre quand même pas mal avec ouais, ouais, Braun ouais. Breaker. Donc, voilà. Bon, est-ce que ça va Euh, changer ton top et ton flop, cette séquence? non, ça changera pas, mais c'était bon de le rappeler quand même. Oui, il faut être Euh, exhaustif. Il faut être exhaustif, il faut tout dire. du coup, pour mon top, eh ben, écoute, moi je vais le donner au fil rouge qu'il y a eu un peu tout au long de l'émission. Parce que nous, c'est vrai qu'on a fait un paquet, mais tout ce qui était autour de Chad Gable, de l'Alpha Academy, c'est des petites vignettes un petit peu tout le long du show qui se sont déroulées. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce fil rouge voilà, qui nous a vraiment lié un petit peu tout le show. Le flop, ben là, je suis un petit peu Ouais. embêtée parce que je ne Ah sais mince. pas. Parce qu'il y avait, bon, toujours un peu, voilà, des choses un peu plus basses, mais je trouve pas de vrai flop en tant que tel. Incroyable, incroyable. Et ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'en ce moment, les choses sont tellement denses que, voilà, c'est compliqué de trouver des vrais flops. Après, ouais. Je peux vous donner un Je- flop parce que j'ai oublié de mentionner qu'on a vu entreaperçu Sonia Deville dans une séquence backstage. Je sais pas si tu Ah l'as oui, vu en c'est vrai. arrière-plan. Oui, 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 Discuter avec Shayna effectivement. Baszler et Zoe Stark. Voilà, tout le monde revient. On revient, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais écoute, si t'as pas de flop, t'as pas de flop, hein, Letty. Tu as le Voilà. droit. Donc, Tu as le droit. Tu as le droit. eh À ben, chaque donc fois. je ne donne pas de flop ce coup-ci. Magnifique. Et ma note, eh ben, écoute, on va dire un bon 3,75. C'est un show que j'ai beaucoup aimé. Et puis, donc c'était le Go Home Show, si je me trompe pas, en plus, Ouais, ouais, ouais. du King and Queen of the Ring. Donc voilà, 3,75. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Écoute, moi c'est pareil, j'ai bien kiffé. Mon top, je vais le donner à Chad Gable. Il nous a simplement régalé. Et surtout, ce petit moment du You Suck, là, franchement, ça c'était assez énorme. J'avais un sourire qui faisait 3 fois le tour de la tête, genre j'avais réussi moi aussi, toi. Genre bravo, j'étais fier de lui, quoi. J'étais content pour lui, alors qu'il venait de faire des saloperies pas possibles. Et de voir comme ça des personnages prendre vie et le public mordre à pleines dents, c'était vraiment cool. En flop, ouais, effectivement, pas pareil que toi. J'ai pas de gros flop. Je vais le donner. Alors, pas un flop, mais c'est pas un gros flop, mais un petit avertissement pour, euh, pour Lyra Valkyria. Alors, elle a gagné son match, c'est super, mais il va falloir faire attention. Elle me fait peur. Elle me fait peur, elle me fait peur. J'ai peur qu'elle se. Voilà, elle a un gimmick d'elle, voilà, elle a des ailes, elle dit qu'elle va avoir s'envoler pour aller chercher pour devenir la reine et tout avec son gimmick de corbeau là un peu la reine des corbeaux là. Euh, elle me fait un petit peu peur, elle me fait un petit peu peur, j'ai peur qu'elle soit poussée dans le grand bain un peu trop vite, donc c'est pas un flop mais c'est un avertissement non pas forcément pour elle mais au booker, faites attention à notre petite montée d'NXT là comme ça, ce serait dommage de la cramer. Pour ma note, eh ben écoute, je te rejoins, hein, 3,75. Hein, franchement, c'était un excellent Monday Nitro qui nous a bien régalé. Et puis on y va, ce Queen of the Ring.
C'est super. Voilà, on a quasiment tous les qualifiés. Il restera juste le SmackDown la veille du PLE. Et puis on sera bon pour le tournoi. Allez, c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous écouter, vous abonner tout simplement sur toutes les bonnes plateformes de podcast. C'est simple, c'est gratuit. On est également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers notre Discord dont je vous ai parlé à plusieurs reprises est dans la description. Ça me fait penser, Letty, qu'il faut que je mette en ligne les pronostics. Eh oui, Oui, ouais, ça arrive là, on enchaîne. On enchaîne. Bah écoutez, restez connectés. Raison de plus pour nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur notre Discord, puisque c'est là où on balance l'annonce quand les pronostics sont ouverts. Bah, je te remercie Letty, voilà un petit enregistrement là en soirée bien sympa sur voilà un week-end spécial tournoi à la King et Queen of the Ring. On s'est régalé, j'ai l'impression là. On s'est régalé. On s'est régalé. Merci à toi pour l'invitation. Eh ben, ça fait toujours un plaisir. Les portes du studio sont ouvertes à toutes et à tous, évidemment. Et ben, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. Tu sais à qui je n'ai pas donné mon flop et que j'aurais dû, c'est à Pat McAfee. J'avais dit que j'allais lui donner toutes les semaines quand j'avais pas d'idée. C'était ça. Effectivement. Allez, je change. Pour tous ceux qui nous écoutent après, voilà. Je change. Pat McAfee à bon flop.